Dans les civilisations anciennes, c'est pas pour rien que les chamans avaient des places privilégiées dans la société. 80% des hommes aujourd'hui qui sont en couple ne sont pas avec la femme qui souhaiterait être. Ils sont avec la femme qui a dit oui. Quand t'es intéressant sur le marché, quand t'es une femme, quand t'es attractive, c'est en grosso merdo quand t'as entre 20 et 25 ans. Toi, tu cherches les problèmes. Je vais avoir des problèmes. Les femmes blanches accompagnent les frères dans leur développement, là où les sœurs veulent un produit fini. C'est de là que je pense qu'il y a quiproquo. Nos sociétés ancestrales étaient essentiellement des sociétés matriarcales. C'était pas les femmes qui partaient suivre l'homme, c'était les hommes qui s'intégraient dans les maisons où la femme restait. Si on va même plus loin, on pourrait même dire que nous on est racistes en fait. Notre communauté manque cruellement d'éducation financière. Ne pas disposer de skills véritables sur la manière dont on gère et on traite son argent, bah, c'est juste nous amener dans le mur. Can we talk? Tu sais que excuse-moi, je t'ai coupé, Frangin, mais tu sais que je me demande moi-même si un jour je vais pas envoyer une petite voix. Mon gars, tu sais, quand j'ai lancé ce move, quand j'ai lancé ce move, j'ai espéré voir un comeback de Tracy Enzo, qui est le chanteur d'R&B. Franchement, là, un peu plus là, et un jour là, je vais envoyer une vibe. Là, il faut que tu envoies. Nous, on t'attend, on veut entendre ta voix. On veut. Ah, mon gars. Donc, can we talk again? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Can We Talk. Cette émission, vous le savez, est sponsorisée par la Nekao School. Nekao School. Voilà. La Nekao School est un programme d'initiation au monde de l'investissement qui vise à fédérer 1 million d'afrodescendants autour d'une notion, c'est développer ta propre stratégie d'investissement. Parce qu'on a remarqué que depuis ce qui s'est passé, colonisation, esclavage, etc., on est quelque part devenus les derniers. On est en bas de l'échelle. Et maintenant qu'aujourd'hui, on a cette prise de conscience, il est capital de comprendre que même si, oui, le monde est injuste et qu'il y a des choses qui font qu'on nous a rien appris à l'école et on doit nous-mêmes nous prendre en main. Et on a vraiment développé ce programme pour ça, c'est pour que l'on puisse se prendre en main et pour que l'on puisse s'élever en communauté, ensemble, pour pouvoir tout simplement offrir un meilleur avenir à nos enfants et pour pouvoir s'enrichir. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde capitaliste et celui qui ne s'enrichit pas, c'est celui qui est quelque part esclave de ce système. Donc, il faut être assez honnête pour le reconnaître et il faut travailler sur nous pour pouvoir nous élever à ce niveau-là. Donc, si toi, aujourd'hui, tu estimes avoir des lacunes en matière d'investissement, en matière de connaissances par rapport à l'argent, prends ton appel, c'est gratuit. On se fera vraiment un plaisir de pouvoir t'orienter, te donner tes premières billes et t'accueillir dans la Nekao School, pour nous, serait un honneur. Donc, voilà, prends ton appel et on se revoit tout de suite de l'autre côté. Mon bro. Est-ce qu'on ne leur demanderait pas de s'abonner? Abonnez-vous, les gars. Likez, partagez, commentez. C'est tellement important. Vous nous donnez une force. Ça fait 1 an et demi, là. Ouais. 1 an et demi. Ouais. Ça fera 2 ans au mois d'août. Septembre de cette année. Et ce que vous nous donnez là, en 1 an et demi, c'est tellement incroyable. Donc ouais, franchement, abonnez-vous, likez, c'est super important. Demain, après-demain, c'est peut-être toi, là. Oui, toi, comme dit le frangin, Noah. C'est peut-être toi qui va venir là avec nous, parce que ce qu'on veut, c'est créer une plateforme suffisamment puissante pour que si demain, tu as un projet, qu'on puisse le défendre, qu'on puisse l'exposer et permettre à plein de personnes de te rencontrer, de te découvrir. Mais si jamais on a 2 abonnés, si on a 3 likes, en fait, on n'aura pas assez de force pour pouvoir t'aider. Donc, abonnez-vous, les gars. Vous pouvez nous écouter en streaming aussi. Oui. D'accord, sur toutes les plateformes de streaming. Si t'es Spotify, Apple, ce que vous voulez, tout est dans la description. Yep. Je voulais te parler d'un truc avant de poser les questions parce que, tu sais, ça m'arrive de poster des vidéos sur mon compte, sur mes comptes du moins. Et j'en ai eu une qui a assez bien fonctionné. Et forcément, les vidéos qui fonctionnent bien ont toujours des commentaires positifs et négatifs. Bien sûr. Et c'est celle où je dis que quand j'ai commencé la gestion de patrimoine et qu'au bout d'un moment, j'ai constaté quelques lacunes autour de moi et que je me suis dit que je vais essentiellement viser les personnes de la communauté, mais juste quand j'étais CGP, tu vois. Je disais que ceux qui étaient à la tête de ces cabinets-là, donc mes supérieurs, me déconseillaient de travailler avec les frères et sœurs de la communauté. Et ce que je disais, c'est que c'était surtout lié à leur mauvaise expérience avec eux et que eux en faisaient une finalité. Là, au moins, j'en faisais un commencement par rapport à la problématique. Mais ce que je dis dans ce post-là, c'est que ce n'était pas du racisme, mais que c'était le fruit de leur expérience.
Et les commentaires qu'il y a eu sous cette vidéo, c'est non, mais c'est du racisme, je sais pas quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour toi, c'est du racisme? Enfin. C'est une question super intéressante. Tu sais qu'on a une expression que tu as rendue célèbre. Ah bon? Ouais. Laquelle? Être la Suisse. Ah ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, je vais être la Suisse dans la mesure où je pense qu'en réalité, c'est les deux. Il faut savoir qu'il y a une défiance, j'allais dire presque naturelle, parce que de par la dimension culturelle de ce pays, il y a une vision de l'homme noir, de la femme noire, au travers de ce qu'ils ont nommé l'exotisme. Et là-dedans, tu peux tout mettre, tu vois. Et tu vois, quand on a fait le podcast avec Jean-Claude Barny, tu lui as posé une question intéressante dans laquelle tu lui demandais, mais qu'est-ce qui a motivé le fait qu'il décide de produire avant le Gang des Antillais, c'était son premier film, c'est un truc de fou. Tu vois, comme j'oublie, forcément on oublie. De ouf. En tout cas, Marron. Neg Marron, merci beaucoup. Et tu lui disais parce qu'en fait, c'est absolument pas la vision qu'avaient les gens. Alors, tu sais, à l'époque, on disait les gens de la métropole, tu vois. Les gens qui évoluent ici en France, en région parisienne, par rapport en fait aux Antilles. Et la réponse, elle était incroyable parce qu'il disait oui, j'en avais marre. Moi, je voyais qu'il nous voyait qu'à travers un seul prisme, c'est celui de la danse, du folklore et du soleil, alors qu'on a des réalités qui sont vraiment deep. Et donc, il voulait le transmettre et le mettre à l'écran via Neg Marron. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que une grande partie de ces personnes-là, quand tu parlais de tes supérieurs, je sais très bien, puisque j'ai vécu la même chose, aussi. tu vois, et en plus, je les connais. En fait, ils ont évolué de façon inconsciente dans un système qui leur a fait comprendre, qui leur fait comprendre qu'on n'est rien, on est zéro, tu vois. Donc, quand tu mêles ça à une réalité du terrain aussi, parce que peut-être que les gens qui mettent les commentaires, c'est les gens de notre génération, j'utilise des guillemets. Moi, je sais que quand j'ai commencé le métier en 2006, j'avais affaire à une autre typologie d'hommes et de femmes noirs qui, véritablement, ne voyaient pas d'intérêt dans le fait d'avoir à investir dans des solutions d'épargne, de placement, dans le fait d'avoir à mettre en place une assurance vie. C'est réel, tu vois. Donc, quand tu mets des relents de racisme cumulés au fait qu'effectivement, sur le terrain, ben, ce n'était pas la population au travers de laquelle ils faisaient le plus d'argent parce que manque d'éducation financière, eh ben, ça crée là, pour le coup, c'est mon expression, ce gloubi-boulga qui fait que, voilà. Donc, je pense que c'est pas que le racisme. Je pense effectivement que ce n'est pas non plus que cette dimension, tu vois, un petit peu déformée du terrain. Je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que, oui, tu vois, il y avait cette défiance envers nos populations de ces personnes qui évoluaient dans le secteur de la finance, clairement. Je sais pas ce que toi, tu vois ça comment? Écoute, bien évidemment que ces personnes-là n'avaient pas forcément notre communauté, ne portaient pas notre communauté à un haut niveau, tu vois, d'un point de vue émotionnel. Il n'y avait pas vraiment de considération. Donc, le mot racisme peut passer, même si pour moi, c'était pas quelque chose de frontal, de haineux. Tu vois. En fait, je vois le racisme comme un truc où tu as la haine de ces personnes-là et tu veux nuire à cette communauté. C'était pas comme ça que je voyais ça, mais c'était plus de l'ignorance et effectivement le fait que je préfère ne pas me mélanger avec eux. Après, est-ce que le mot qui colle, c'est racisme ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, ce qui m'alerte, moi, quand je vois ce type de commentaires, c'est que je vois toujours ce même réflexe qui est, tu sais, tu peux choisir dans quel camp tu veux te placer. Et quand tu joues à chaque fois la carte du racisme, quelque part, tu te défais de ta responsabilité par rapport à une situation qui est bien réelle, tu vois. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé ce podcast. Comment on fait pour changer notre réalité dans un monde injuste? Si tu cries toute la journée à l'injustice, la personne, elle va te regarder et elle va dire, eh ouais, c'est injuste, et alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi?
Le seul moyen de pouvoir changer les choses, c'est de pouvoir te responsabiliser. Et je trouve qu'à chaque fois, jouer la carte du racisme, ça t'empêche de te responsabiliser, tu vois. Donc voilà, moi, c'est le seul danger que je vois. Quand il y a une situation, c'est comme ce que je dis, quand j'ai constaté le problème, bah, j'en ai fait un commencement. Je me suis dit, OK, comment on peut faire pour remédier à ce problème et pour faire en sorte de changer notre réalité. Et je pense que ça doit être un peu un déclic général à ce niveau-là, quoi. Oui, on est dans un monde injuste, il y a du racisme, mais on doit essayer d'inverser la tendance pour que cette réalité n'existe plus. Parce que si on s'amuse toute la journée à dire que le monde est raciste, tu es raciste, tu fais ça contre moi, etc., je pense qu'on ira nulle part, quoi. Mm. En fait, j'aime bien ce que tu dis dans la mesure où c'est la volonté derrière ton propos est de pousser à l'action. Et Clairement. je pense qu'il n'y a rien de plus efficient que le fait d'avoir à être dans l'action. Maintenant, tu es créateur de contenu, tu as posté une vidéo et cette vidéo, comme ce que je peux être amené à faire ou à recevoir aussi de temps à autre, l'idée, en fait, c'est de provoquer des réactions, tu vois. Et les réactions peuvent être effectivement positives ou négatives. Et en tant que créateur de contenu, vu qu'il y a un espace commentaire, bah, l'idée, c'est que les gens puissent dire bah, moi, je pense que, moi, je crois que, etc., tu vois. Dans le cas où, enfin, je me mets à la place de la personne en fait qui laisse le commentaire. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais est-ce que tu la vois comme cette personne effectivement qui crie là pour l'exemple que tu donnes, tu vois, au racisme et tout. Finalement, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme d'action aussi sans qu'on le sache véritablement. Je sais pas comment toi tu. Bah, peut-être qu'elle est dans une forme d'action, mais militer contre le racisme en disant que c'est injuste, pour moi, c'est pas une bonne façon de militer. Ah oui, ça c'est sûr. Tu vois. Oui. Et Le racisme par essence est injuste. Donc exactement. Oui. Donc oui, moi, je suis ouvert aux critiques, mais j'ai le droit aussi de critiquer les critiques. Ah non, mais ça c'est évident. Ça, et c'est je trouve évident. que ce réflexe-là de revenir vers pointer le doigt vers les racistes et supplier que le monde change, te mettre à genoux devant la personne pour que le monde change, ça ne nous mènera nulle part. Bon, pour moi, la personne, elle va juste encore te gifler, te dire, et alors, tu vas faire quoi? Je pense que tu dois dire ça parce que tu as en fait, enfin, moi, j'ai pas vu les commentaires en question, donc toi, tu as les commentaires en question. En tout cas, par rapport à la question initiale que tu as posée, enfin, oui, évidemment que il y avait du racisme. Et en même temps, tu sais que quand tu as fait cette vidéo, j'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, c'est pour ça que je dis que je suis la Suisse. Parce que j'ai compris ce que tu voulais dire. En fait, c'est très simple. Dans le métier que nous faisions, l'idée était de vendre des produits financiers. C'était de faire du cash. Donc, si c'était les Noirs, en l'occurrence, qui permettaient de faire plus de cash, bah, en fait, il n'y aurait pas de racisme en fait, qui tienne. Les mecs, ils iraient se concentrer sur la communauté qui leur apporte le plus d'argent. Vu que malheureusement, sur une échelle de 100%, à 95%, tu avais soit des noms, soit des personnes qui prenaient plus ou moins le produit, mais qui n'allaient pas à son terme, ben, eux, en fait, ils ont étiqueté le truc de laisse cette communauté, mets-la de côté. C'est ça, mais c'est le reflet d'une réalité de marché. Tu vois. C'est comme quand tu es dans ce métier-là, tu sais qu'a priori, quand tu places un produit avec quelqu'un qui a 50 ans, c'est pas les mêmes métriques que quand tu places un produit avec quelqu'un qui a 20 ans. Enfin voilà, tu sais très bien qu'en fonction des catégories de personnes, les hommes, les femmes, tu as des comportements différents. Et c'est vrai que la communauté, à cette époque-là, on avait quand même des comportements bien similaires. Ça veut dire qu'on avait très peu de connaissances en matière d'argent et un vrai manque de sérieux par rapport au placement financier que l'on mettait en place. C'est réel, c'est réel. Non, super, super intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Yep. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, le racisme peut être employé quelque peu, je sais pas si je peux dire à tort ou à travers, mais à chaque fois, quoi. Dès que, est-ce que dès lors que on réserve un traitement spécifique à une communauté, on peut parler de racisme? Tu vois? Parce que pour moi, dans le racisme, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la haine. Tu veux nuire à cette communauté, tu vois. Et si tu veux pas nuire, mais que simplement tu développes ton business et tu développes ton affaire en privilégiant certaines communautés parce que tu sais que ça va t'être bénéfique. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est du racisme? Dites-nous en commentaire. Non, franchement, bonne question. Moi, en tout cas, j'avais vraiment capté le bail. Tu sais, parce que si on va même plus loin, on pourrait même dire que nous, on est raciste, en fait. Dans ce qu'on est amené à faire. On décide de privilégier. On voit en notre centre notre communauté et on pense à notre communauté pour développer ce qu'on fait. Mais il y a des gens qui le pensent. Hein. Ouais, mais moi et toi, t'en penses quoi, toi? Évidemment que, tu vois... Tu pourrais le justifier ou pas? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas du racisme? Mais tous les jours,
tous les jours, je pourrais le justifier. En fait, Merci. oui, bon, tu m'as posé la question, donc je vais te répondre, Voilà, tu vois, par respect, mais t'es c'est vrai obligé. que c'est des trucs où t'es... Non, mais il faut y aller. Tu vois, ça me donne la flemme. La réalité, non, mais c'est un truc de fou, parce que tu sais, t'as remarqué quand même qu'il y a qu'à nous, quand je dis, que notre communauté qui est concernée par cette typologie de questions, quand même. Je sais pas, justement, on parlait du métier qu'on a fait. Moi, pendant des années, j'ai évolué dans des secteurs où, voilà, une grande partie de mes collègues étaient de confession juive. Et ça a jamais posé question en soi, tu vois. Sur le pourquoi, en fait, ils travaillaient, entre guillemets, dans leur communauté. C'est pas qu'ils ne proposaient des produits financiers qu'à leur communauté, mais aussi, tu vois. Et ça a pu aider certains, tu vois, à faire de belles choses. Donc, je vois pas pourquoi toujours. Mais bon, précisément, la question, c'est un peu finalement ce que tu as dit. Si tu pars d'un constat et que tu te rends compte que les enfants, je dis n'importe quoi, de 3 à 10 ans, ils ont l'habitude de se noyer parce qu'ils n'ont pas accès à des cours de natation. Bah, tu peux te dire, en tant qu'entrepreneur, ah ben tu sais quoi, il y a un problème, la solution elle est là, je vais octroyer des cours à ces enfants-là, ces cours seront payés par les parents, donc ils ont du pouvoir d'achat, et je vais donc pouvoir aider et sauver des enfants de la noyade. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, en fait, ça fait des années qu'on évolue dans cet écosystème, on a fait un constat. Ce constat, c'est que notre communauté manque cruellement d'éducation financière. Et au vu du monde dans lequel on évolue, ne pas disposer de skills véritables sur la manière dont on gère et on traite son argent, bah c'est juste nous amener dans le mur. Nous sommes confrontés à des crédits hors normes. Nous sommes confrontés au fait d'avoir à consommer de façon superbement importante. Nous sommes confrontés au fait d'avoir à considérer aujourd'hui encore que l'investissement, notamment sur les marchés financiers, c'est la roulette. Tu vois, c'est le casino. Donc en fait, à un moment donné, on s'est dit stop, tu vois. Essayons de parler directement à des gens qui nous ressemblent, parce qu'en fait, c'est pas toi, c'est pas moi qui avons inventé l'humanité. Le fait d'avoir à communiquer avec quelqu'un qui te ressemble facilite le dialogue. C'est comme ça, c'est la vie. Parce que t'en as qui peuvent te dire, ouais, mais il n'y a pas que les Noirs qui ont des problèmes d'argent. Mais évidemment, et ils ont raison, tu vois. Mais je viens de l'expliquer. En fait, oui, tu viens de l'expliquer. Tu vois, la portée de ton message va être plus important, plus comment dire, palpable, va avoir plus de possibilités d'impacter quand tu parles à des gens qui te ressemblent, tu vois. Et je le disais, c'est pour ça que je disais à la flemme de répondre. Quand tu vas dans nos pays, tu vois, ou même quand tu vas à l'étranger, tu as des communautés de Français. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des communautés de Français qui évoluent entre eux, qui se marient entre eux, qui ont leurs propres écoles. Tu vois, au Cameroun, tu as des écoles françaises. Quand je dis français, c'est des écoles pour les Français, pour les expatriés français. Ouais. Tu vois, dans ce cas-là, d'ailleurs, on parle d'expatriés, on ne parle pas d'immigrés. Oui, ils ne sont pas immigrés. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu vois... mais bon, je pourrais ne plus m'arrêter. Au-delà du fait que... Parce que pour moi, là, tu as posé un constat, un fait, tu vois. Mais, tu vois, moi, ce qui me chiffonne, c'est que on a grandi dans un monde où j'ai l'impression que tu n'as même pas le droit d'avoir le désir de voir des personnes qui te ressemblent, qui t'aiment, exceller quelque part, tu vois. Partant d'un constat qui est qu'on a toujours été... Enfin, pas toujours, mais que ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on est en dessous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut diaboliser le fait de vouloir élever les siens? Surtout que moi, j'ai des convictions à titre personnel. Je ne le fais pas que parce que, effectivement, et c'est vrai, tu vois, c'est vrai que ça facilite le fait de parler à des personnes qui te ressemblent. Mais je ne le fais pas que pour ça. Je le fais parce que j'ai envie de pouvoir participer à l'élévation de ma communauté pour que l'on puisse récupérer, tu vois, tu me connais, la place que l'on mérite sur cette planète Terre, place que l'on avait avant. Pour moi, on est les grands frères de l'humanité. Je voudrais que l'on puisse redevenir souverain de nos propres vies. Mais il y a même une vision humanitaire et universelle dans tout ça, parce que j'estime que dès lors que tous les êtres humains seront élevés et respectés à la hauteur de ce qu'ils sont réellement, l'humanité s'en portera mieux. Le jour où la communauté afro sera à ce niveau-là, à notre âge d'or, il y a toute l'humanité qui va en profiter. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent quelque part nous empêcher de faire ça sont des personnes qui ont peur de nous voir exceller, parce qu'elles ont peur de perdre leurs privilèges, parce qu'elles ont peur qu'on leur fasse la même chose qu'on leur fasse. Mais non, en fait, tu vois, il va falloir que ces personnes comprennent qu'on n'est pas fait de ça et on n'arrive pas dans cette volonté-là. On veut juste pouvoir vivre dignement,
faire ce pourquoi on est né sur cette planète sans demander la permission à personne, sans demander à quelqu'un de nous accepter, sans se mettre dans la position de victime, juste voilà, que l'on puisse faire notre propre chemin en étant des personnes, des hommes, des femmes dignes et en ayant la possibilité de s'enrichir et de pouvoir bénéficier des mêmes privilèges de tout le monde, quoi, tu vois. Et ça, ben, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque part critiqué, quoi. On, je fais souvent face à des personnes, surtout lorsqu'elles ne sont pas issues de la communauté, mais qui me disent, ouais, mais il n'y a pas que les Renois qui ont des problèmes d'argent, tu vois. Oui, non, mais bon, voilà, c'est pour Mais ça bon. que je te disais. Tu sais, on évolue dans un pays qui a rendu le mot communautarisme un gros mot. D'accord? C'est devenu un gros mot. Mais quand tu analyses un petit peu, les Asiatiques ne demandent pas l'autorisation, les Indiens pakistanais ne demandent pas l'autorisation, on a parlé de la communauté juive, ils ne demandent pas l'autorisation. En fait, les gens font, tu vois. Il n'y a que nous, dès qu'on essaie de nous organiser un petit peu, bizarrement, ça pose problème. Tout de suite, on est pointé du doigt. Tu sais, beaucoup de ces personnes-là, je parle de ces personnes qui font partie de cette oligarchie, ont participé en fait à des opérations qui leur ont permis de voler des vestiges de chez nous, de voler des amulettes, de voler tout un tas de choses, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, quand tu vas par exemple au musée du Louvre et que tu vas dans la partie qui concerne l'Afrique, tu vois qu'à côté de chacun des vestiges présents, le nom du propriétaire, tu vois, de l'amulette, du masque, de la statue, etc. Frérot, c'est des propriétaires de collection, c'est des noms de propriétaires, c'est des collectionneurs, tu vois. Donc des colons, quoi. Voilà. Ouais. Donc tu vois, après il faut. Ouais. Mais, Non, mais faut en dire les gros, termes. ce que j'essaye de dire, c'est que eux, ils savent ce qu'ils ont été volés, ce qu'ils ont été cherchés. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas rendre à l'Afrique. Parce que tu sais que tu as énormément de pays qui disent rendez-nous ce que vous nous avez volé. Ils savent pourquoi ils le gardent. Ils savent déjà pourquoi ils l'ont volé. Ils savent pourquoi ils le gardent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une volonté. Quand toi, tu dis que à un moment donné, on va reprendre notre place, que tu veux participer en fait à tout cela, la réalité, c'est que si nous sommes la communauté qui est pointée du doigt dès qu'on cherche à s'organiser un petit peu, c'est parce qu'ils savent, une fois unis, ce qui peut se passer. Ils savent quel est le pouvoir que nous avons en nous, que nous avons sur place. Je parle de la terre-mère. Et du coup, il y a une volonté véritable de nous empêcher de faire ça, tu vois. Il faut juste être conscient de ça et juste avancer, c'est tout. On n'est pas hors la loi, on fait rien de mal. Mais je t'assure, Frangin, que même si cette réalité, j'en suis conscient, parce que manifestement, c'est tout ce qu'ils nous montrent de leur comportement, je ne comprends pas pourquoi ils réfléchissent comme ça. Tu vois. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas que le jour où on redeviendra ce que l'on doit être, tout le monde en profitera, eux compris. Tu vois. Non, c'est pas l'idée, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de dominer. L'objectif, c'est le pouvoir. À partir du moment où tu ouvres, où tu donnes la possibilité à, bah, t'es plus la personne qui édite la narrative, t'es plus la personne qui dirige. Et dans ce cas-là, non, ça t'intéresse pas. Ah, mais s'ils continuent à se comporter comme ça, le monde il va se transformer en chaos. Tu vois. C'est ce qu'ils font depuis des milliers d'années. Et il est temps de changer de logiciel. Parce que nous, on n'est pas initiateur de ce logiciel, tu vois. Et je trouve ça vraiment... Et c'est pour ça aussi que j'en parle ici, tu vois. C'est parce que j'espère à un moment donné qu'il y a des personnes d'autres communautés qui regarderont notre podcast par curiosité, par vraie curiosité, et qui comprendront que notre volonté n'est pas de faire comme eux. Notre volonté, c'est de donner un autre visage à l'humanité, mais en commençant par nous réparer nous-mêmes. Clairement, ça doit commencer par nous. Non, je suis complètement d'accord, complètement aligné. Tac. Est-ce que tu connais le docteur Umar Johnson? Ça me dit quelque chose. Tu peux me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît? En fait, pour faire simple, hein, c'est un frère de la communauté dont il est américain. Ok, c'est un frère de la communauté qui est, pour certains, pro-black extrémiste, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui donne énormément de conseils sur tout un tas de thématiques, sur le plan spirituel, sur le plan des rapports hommes-femmes, sur le plan économique, politique, bref, mais concentré sur la communauté. Okay. Et là, dernièrement, il a été au centre d'un shitstorm parce qu'il a fait une vidéo dans laquelle il a dit « J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses ».
dans laquelle il a dit que, contrairement à nos sœurs noires, les femmes blanches accompagnent les frères dans leur développement, là où les sœurs, elles, veulent un produit fini. C'est-à-dire que, tu as déjà entendu parler du princess treatment? Un peu, ouais. Mais si tu veux le redéfinir, vas-y. Hein. Tu vois, en gros, l'idée, c'est de dire que la femme, elle a besoin d'un homme qui soit véritablement à son service. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu dois payer sa manicure, sa pédicure. Tu dois l'aider, si jamais elle a son loyer, de payer au moins la moitié de son loyer, si ce n'est la... En fait, tu dois la prendre en charge. Voilà. C'est ça le princess... To provide. Voilà, provide, mais genre full provide, tu vois. Et en gros, lui, il disait stop, en fait. Il y a un véritable problème parce que le constat veut que vous dites que les frères passent leur temps à aller dehors, c'est-à-dire à se mettre en couple avec d'autres communautés, mais la réalité, c'est que la blanche va prendre le frère noir au niveau 0 et va monter avec lui. Là où vous attendez de lui qu'il soit au niveau 100 pour pouvoir provide et répondre à tout cela. Et frérot, derrière, il s'est fait éteindre. Pourtant, c'est quelqu'un de très influent tu vois, au sein de la communauté. Et je voulais t'entendre sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que ce qu'il dit est le reflet d'une majorité de choses qui s'est passées, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas en faire une généralité parce qu'il y a des exceptions et je dirais même plus, c'est que le monde bouge petit à petit, tu vois. Ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai il y a 20 ans, ni vrai il y a 10 ans, tu vois. Le monde bouge très vite et les états d'esprit changent. Je te dis ça parce que c'est quelque chose que je dis régulièrement. Moi, ma femme, elle est noire. J'avais rien quand je me suis mis avec elle. C'était pas, elle attendait pas de moi que je l'entretienne pour quoi que ce soit, ou elle attendait pas d'être ma princesse dans notre quotidien. Tu vois. Donc ce qu'il dit est faux. Bah, clairement. Bah, en fait, dès lors que tu fais une généralité, t'as tort de toute T'as façon. été cuit. Point. Tu vois. Maintenant, peut-être que c'était un coup de com', parce que ce qu'il dit reflète une réalité. Surtout, et je crois qu'on en a déjà parlé, mais surtout en Afrique. Parce que peut-être que suite à la colonisation et l'esclavage, les hommes et les femmes se sont retrouvés dans certaines situations qui ont fait que les femmes, effectivement, attendaient de leur homme que, tu vois, qu'elles reçoivent quelque chose. Et je précise l'Afrique parce que nous, aux Antilles, c'est totalement différent. Aux Antilles, on est pauvres, on est tous au même stade et de toute façon, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que madame s'est mise avec moi parce qu'elle est aussi antillaise, mais c'est totalement normal de se mettre avec quelqu'un qui n'a rien et de se construire ensemble et d'aller, tu vois, chercher quelque chose. Donc je pense qu'il y a un aspect culturel et j'ai aucun doute sur le fait que ça ne reflète pas une réalité ancestrale, mais que ça reflète surtout une pauvreté qui s'est installée suite à la colonisation et l'esclavage et que ça a laissé place à ce type de comportements qui tendent à changer petit à petit, mais qui sont effectivement toujours une réalité et surtout sur le continent, j'en suis sûr. Je vais répondre à la question, mais avant, c'est vrai que je m'interroge. Tu sais, j'ai pas fait d'études en soi sociologiques ou quoi pour comprendre de façon profonde, hein, parce que à la surface, évidemment, qu'on a vu les dégâts de l'esclavage, c'est une évidence. Mais tu vois, quand tu fais une relation avec l'esclavage et ce rapport en fait des hommes et des femmes dans cette prise en charge que la femme attend de l'homme, tu vois, je sais pas si c'est tant en gros les vestiges de l'esclavage dans la mesure où de façon culturelle, par exemple, tu vois, on a la dot, tu vois. Enfin, la dot, elle va de l'homme à la femme. Quand tu as la dot, quand tu fournis la dot, l'idée, en gros, c'est de dire, maintenant, cette fille qui était la responsabilité de son père, ça devient ma responsabilité à moi, et je m'engage, en gros, au travers de la somme que je vous donne, de vous faire la démonstration de ma capacité à prendre soin d'elle. Tu vois, c'est ça l'idée derrière la dot. Et ça, c'est ancestral, tu vois. C'est de là que je pense qu'il y a quiproquo. Parce que je sais pas si tu le sais, mais nos sociétés ancestrales étaient essentiellement des sociétés matriarcales. Et ce qui se passait, en fait, c'est que sur beaucoup des civilisations sur le continent, c'était pas les femmes qui partaient suivre l'homme. C'était les hommes qui s'intégraient dans les maisons où il y avait où la femme restait, tu vois. Et de ce que j'ai cru comprendre, la dot s'est installée là parce que l'homme représentait une charge. Et donc, il arrivait avec de l'argent pour pouvoir
bah, continuait à faire vivre la maison parce que forcément, il arrivait avec un poids, une personne qui vit en plus et une charge en plus, quoi. Donc, tu vois, l'histoire parfois se mélange et on en arrive avec certaines finalités où on se dit que ça a toujours été comme ça, mais c'est pas parce que la dot a commencé comme ça qu'elle a commencé pour ces raisons-là, tu vois. Sachant qu'effectivement, bah, les sociétés matriarcales faisaient que bah, dans la façon dont c'était structuré, la femme n'était pas tant dans le besoin de ça d'être entretenue par un homme, puisque la femme ne bougeait pas. C'était des peuples sédentaires qui construisaient leur vie autour d'un même village et qui n'avaient pas besoin d'être entretenus par un homme, tu vois. Surtout en Afrique. Là, du coup, tu vois, la question se pose. Je suis absolument pas historien et donc je ne me lancerai pas là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien ce que tu as dit quand tu as parlé de généralité. Et ce qu'il faudrait même, parce que tu sais, avec les shorts, etc., tu sais, on prend un extrait, mais il faudrait que je regarde, tu vois, la vidéo, parce que ça m'étonne déjà de lui. Tu vois, quand tu connais quand même ses prises de position et la manière dont il a été amené à encenser, mais de façon très importante, la femme noire, ça m'étonne quand même ce discours-là, franchement. Donc il faudrait que je vois en fait dans quel était le contexte qui a mené à cette phrase. Maintenant, si on veut si on doit en parler, il y a, tu vois, par exemple, chez les musulmans, il y a cette idée que l'homme doit provide pour la femme. Et dépendant des familles, ça peut même aller très loin en fait. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas à la femme de payer le loyer. Tu as des familles où le salaire de la femme, c'est pour elle. Tu vois, l'homme, il va travailler pour faire en sorte que la maison et tout ce qui s'ensuit, en fait, puisse tenir, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que, d'une certaine façon, quand tu grandis avec ces codes-là, bah, c'est normal que tu attendes de ton homme qu'il puisse gérer, tu vois. Enfin, tu as vu tes parents évoluer comme ça, tu as vu tes tantes, etc., évoluer comme ça. Bah, je sais pas, quand tu arrives à l'âge adulte, il est évident que tu attends de ton homme qu'il soit en capacité de... je me pose quand même la question de savoir, parce que comme tu as dit, les temps évoluent et changent, tu vois. Je me pose quand même la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui cherchent en fait à se mettre en couple, etc., là, est-ce qu'aujourd'hui, ils souffrent du fait que les femmes qu'ils rencontrent attendent d'eux qu'ils soient véritablement full installés, tu vois? Il y a une pression hein, aujourd'hui qui est mise en place, je trouve, tu vois. Il y a une vraie pression parce que nous, notre génération, à un moment donné, si tu chopais ton CDI et que tu gagnais 2500 € par mois, c'est bon, tu vois. Tu pouvais faire ce que tu veux. Tu trouvais une meuf qui était aussi en CDI et vous pouviez construire votre vie ensemble. C'était beaucoup ça, je trouve, le modèle, tu vois. Aujourd'hui, t'as pas une vidéo, quand on parle de business, on te dit, tant que tu gagnes pas 10K par mois, t'es rien, t'es personne, t'as pas réussi, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça met une pression énorme chez les hommes parce qu'on te dit comme si 10K c'était rien. Eh, va les gagner les 10K, frérot. C'est beaucoup. Mais on place ça comme un objectif. Il y a du positif parce que ça t'aide. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. À voir des choses que nous, on n'était pas capable de voir. Tu vois. Putain, moi, déjà, qui me disait que si à un moment donné, je trouve un travail et que je gagne 2005, je voyais des personnes dans ma famille, un oncle qui avait très bien réussi sa vie et qui gagnait 6000 et je voyais ça comme un objectif ultime. Aujourd'hui, on dit aux jeunes qu'ils peuvent gagner 10K. Tu vois, il y a du positif parce que ça t'aide à aller chercher. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça quand j'étais jeune. Mais il faut avouer que ça te met une pression et ça peut faire que parfois tu peux passer à côté de certaines choses. Tu vois, est-ce que toutes les femmes demandent à avoir un homme qui gagne 10K? Tu vois, des fois, je me dis, on se met dans des psychologies là où les femmes ne sont pas forcément toujours dans cette attente-là. Il y en a qui sont comme ça, mais est-ce qu'il faut en faire une généralité? Non, mais en fait, tout tient à ça, en fait, cette histoire de généralité. Et c'est dommage, quand tu te retrouves dans cette situation-là, bah, du coup, de te dire, je vais pas me mettre en couple avec elle parce que j'ai pas 10K. Ça se trouve, si tu te mets en couple avec elle, c'est celle qui t'aidera à atteindre les 10K. Ouais, je sais pas si le blocage se fait plus au niveau des hommes, des femmes, je m'en rends pas compte, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que peut-être, tu vois, peut-être que les femmes blanches sont moins exigeantes. T'as vu, j'utilise le conditionnel, peut-être. Mais même si le constat était que, du coup, à contrario, les femmes noires le sont, est-ce que c'est un vrai problème? Quand tu dis, par exemple, que tu aurais aimé, en fait, qu'on te dise qu'il est possible d'aller chercher,
quand tu es face à quelqu'un, et là, je vais au-delà des sexes, hein, quand tu es face à quelqu'un qui te challenge, il y a deux solutions. Soit, en fait, tu te dégonfles parce que tu dis, eh, vas-y, laisse tomber, je peux pas, ou tu veux pas. Soit tu te dis, OK, parce que tu as cette dynamique de compétiteur en toi, tu as cette volonté, en gros, de performer. Tu dis, OK, on y va, tu vois. Et si la femme que tu as en face de toi, elle te met dans une condition, dans des conditions où elle attend de toi l'excellence. Alors après, c'est toujours la même chose. On te dit pas qu'il faut te faire fouetter tous les jours, insulter, etc., tu vois, évidemment. Mais si, en tout cas, elle attend de toi l'excellence parce qu'elle veut pouvoir créer et fonder un foyer, tu vois, équilibré à tous les niveaux, notamment sur le plan pécunier. Est-ce que c'est un vrai problème? Moi, je pense pas que c'est tant ce que la personne attend de toi qui est grave. Je pense que c'est la manière dont est diffusé le message. Si elle t'encourage, si elle te dit qu'elle a confiance en toi, si elle t'entoure véritablement de son amour et de ses encouragements pour te dire « viens, va le faire », bah, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais on est complètement d'accord. Moi, je trouve que le problème, ce sont les femmes qui attendent d'avoir des produits finis, comme c'est dit, tu vois. Et le problème, ce sont ces hommes qui s'interdisent de vivre certaines choses parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là où ils voulaient arriver. Je trouve que les deux sont problématiques. Déjà, d'une, parce qu'une femme qui attend un produit fini est une femme qui se met de grosses chances de finir célibataire parce que va trouver la perle rare, tu vois. Va trouver la perle rare. Déjà, quand tu as 20 ans, parce qu'on va dire que quand tu es intéressant sur le marché, quand tu es une femme, quand tu es attractive, c'est, on va dire, grosso merdo, quand tu as entre 20 et 25 ans, tu vois. Ça va pas plaire, ce que je dis. Mon gars, toi, tu cherches les Je vais problèmes. avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Mais voilà, moi, je parle pour les hommes. Voilà, messieurs, si vous me dites que j'ai tort, dites-le moi. Ou mesdames. Ou mesdames. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Vous pouvez me dire dire aussi ce que vous en pensez. Je y a vois pas de concrètement problème. ce que tu veux dire. Pour moi, les hommes vont surtout, lorsqu'ils sont célibataires et qu'ils ont réussi, ils vont surtout rechercher une femme qui va avoir entre 20 et 25 ans. Et j'en fais une généralité, hein, mais allez, entre 20 et 30 ans. Et qui physiquement est irréprochable et qui est belle et qui fait plein de choses et qui va aussi lui faciliter la vie quelque part. Parce que le problème de la princesse, comme tu l'as dit, c'est qu'on lui donne tout, elle ne fait rien. Moi, je pense qu'un homme qui a réussi, il attend que sa femme vienne lui faciliter son quotidien, quelque part, tu vois. Donc, il y a cette réalité-là. Va trouver ce mec-là. C'est comme la loterie, hein. C'est compliqué. Déjà, il faut être la plus belle, il faut être la meilleure, il faut avoir le facteur chance d'avoir rencontré la bonne personne. Donc, ces personnes-là se mettent en difficulté parce qu'elles ont de fortes chances d'arriver à 30 ans, d'avoir trouvé personne. Et à 30 ans, sur le marché, c'est pas pareil que quand tu as 20, 25 ans. À 35 ans, c'est pas pareil. À 40 ans, c'est pas pareil. Ça veut pas dire que tu vas rencontrer personne, mais ça veut dire que pour rencontrer la personne qui a de l'argent et qui va vouloir faire sa vie avec toi, il y a une horloge biologique qui tourne et il y a tout ça. C'est une réalité. Donc, moi, je pense que moi, c'est... Ouais. Au-delà de l'horloge biologique, tu as la réalité, en fait, de... Tu vois, là, je viens de regarder. Tu regardes la grille des salaires en France. On te dit que tu as 1,9% de la population qui gagne plus de 8 000 € par mois. Combien t'as dit ? 1,9%. Mais dans ces 1,9%, tu dois avoir un certain pourcentage de femmes. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu les mets déjà de côté pour celles qui recherchent. Donc, en gros, de quoi on parle ? De quoi on parle en vrai, tu vois ? Donc, moi, je pense que vraiment, j'ai vraiment besoin de regarder cette vidéo parce qu'il faut que je comprenne. J'avais pas fini. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. J'avais pas fini. Donc, pour moi, les femmes se mettent de fortes chances de finir célibataires quand elles sont dans cet état d'esprit. Et il y a l'horloge biologique aussi parce que au plus tu avances, mec, imagine tu es un homme, tu as réussi, tu as 35, 40 ans et tu rencontres une femme de 35 ans. Elle va tout de suite, tu sais très bien qu'elle va te mettre dans une pression pour avoir un enfant si vous voulez construire une vie de famille. C'est une réalité. Est-ce que c'est la première chose que tu fais que tu veux quand tu es un homme célibataire et que tu rencontres une femme, a priori? Faire un enfant tout de suite? On va pas se mentir, c'est compliqué. Donc ça, forcément, ça réduit tes chances. Et ensuite, je trouve qu'il y a un problème dans le comportement des hommes, dans ceux qui se mettent dans le comportement de « je vais attendre d'être riche absolument pour pouvoir me trouver une femme ». Pourquoi ? Parce que tu sais pas de quoi la vie est faite. Tu as 25, tu as 30, tu as 35. Tu vas rencontrer des femmes, peut-être une femme qui, à un moment donné, va te donner le truc et te faire comprendre que elle a un truc.
et tu vas mettre la croix parce que tu n'as pas encore réussi financièrement. C'est tellement bête. Ouais, Si tu avais ouvert ta porte, peut-être qu'elle t'aurait emmené beaucoup plus haut, cette femme, tu vois. Ouais, mais pareil, comme je disais, je sais pas si c'est peut-être quelque chose que toi tu as constaté. Je sais pas si c'est le blocage vient en soi des hommes qui se disent je ne suis pas éligible, ou s'il vient des femmes qui disent non, lui il est pas prêt encore, tu vois. Je pense qu'il y a les deux. Ok. Et je pense d'une part qu'il y a les deux, mais en plus je pense que ce sont les gens qui se montent la tête pour rien. Parce que je ne pense pas que toutes les femmes aient ce comportement ou que tous les hommes ont ce comportement. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes célibataires qui s'imaginent qu'eux et beaucoup de femmes célibataires qui s'imaginent qu'eux. Tu vois. Alors, pour les hommes, parce qu'on est des hommes, c'est intéressant de débattre de ce sujet-là, peut-être avec une ou deux femmes d'ailleurs, peu importe, avec des femmes. C'est clair. Mais moi, je pense que, après, tu me diras, chacun a sa définition de la richesse, tu vois. Mais un homme ne doit pas avoir à attendre à être riche en soi, tu vois, avant d'envisager de se mettre en couple. Par contre, c'est important qu'il puisse songer à disposer d'une forme de stabilité, tu vois, de faire rentrer un minimum d'oseille, tu vois. Parce que je pense qu'il y a cette facilité de dire, et c'est pour ça que cette opposition qui fait de la femme noire à la femme blanche me surprend un peu, tu vois. Je pense qu'il y a des patterns. Tu sais quoi, si on se dit les choses honnêtement, je pense qu'il y a des patterns chez les femmes noires qui viennent du fait que, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être dû à la religion, dû aux coutumes, tu vois, à la culture, mais aussi à ce qu'on entend, en fait. Quand tu regardes et quand tu écoutes, je ne sais pas si tu entends un petit peu, mais les sons des Megan Thee Stallion, les sons des Cardi B, les sons de ces femmes-là, au-delà de l'empowerment féminin qu'elles prônent, mais en fait, clairement, elles disent qu'elles attendent d'un homme qui leur donne tout. Mais pendant qu'elle dit ça et qu'elle enregistre son son et qu'elle fait son clip, elle fait rentrer des millions dans son compte bancaire. Tu vois, il y a toujours en fait cette dichotomie dans le discours qui est un petit peu bizarre. Et du coup, quand toi, tu as 19, 20, 21 ans, que tu adores ces chanteuses et qu'elles te disent que bah oui, c'est normal que le mec, il fasse ci, qu'il fasse ça, qu'elle attende ça des hommes. Bon, là, c'est un clip, d'accord, mais dans la vraie vie... raison, parce que l'influence est réelle. Tu vois ? Et c'est une influence qui détruit, pour moi, les gens. Clairement. Maintenant, pour revenir sur les hommes, tu sais que tout ce que tu as décrit là, c'était sur l'homme qui réussit et tout. Je sais pas si tu l'avais écouté, mais tu avais Edgar Rive qui en avait parlé. Ah. Ouais. Qui expliquait que, donc Edgar Rive, qui est cet humoriste qui casse tout en ce moment, qui expliquait que ce qu'ils appellent la crise de la quarantaine, là, ils ont juste rien compris. Tu sais, quand tu regardes le parcours de l'homme lambda, c'est... J'arrive à l'école, je vois des femmes, tu vois, des filles, tu vois, qui me plaisent, mais qui s'en battent les reins de moi parce que j'ai pas l'âge. Tu vois, en fait, quand tu as 15 ans, les meufs de 15 ans, elles kiffent les mecs de 20 ans. Quand tu as 20 ans, les meufs de 20 ans, elles kiffent les mecs de 25, etc. Donc, il y a un décalage qui se crée. Mais elles les kiffent pas en soi parce que c'est des mecs qui sont plus beaux en soi, mais c'est souvent parce que ils sont peut-être un petit peu plus mûrs, disons-le quand même, parce que les filles sont plus mûres que les hommes, tu vois, que les garçons. Donc, un peu plus mûrs que les hommes de leur âge. Mais en plus, le gars, il a le permis. Le gars, il peut l'emmener au burger, etc. Tu vois, là où toi, t'as que des billes dans tes poches. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que quand toi, t'arrives dans cette position-là, 35, 40 ans, que tu t'es tapé, t'as ton poste, t'as ton oseille qui rentre. Ben là, en fait, comment on appelle ça? Le pouvoir, entre guillemets, hein, si on reste sur cette... s'inverse. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives à 35-40 ans, là, on te dit, ouais, la crise de la quarantaine. La réalité, c'est que tu veux venger le petit de 15-20 ans que tu étais. Et tu vas du coup serrer. Ou, là, j'ai employé un terme un peu... tu vas du coup aller draguer, tu vas du coup aller séduire les filles que toi, plus jeune, auxquelles tu n'avais pas accès. Tu vois ? Le marché est ouvert. Le marché est ouvert. Et tu sais, ce qui est terrible, c'est que non seulement les femmes, elles ont du mal avec ce discours-là, elles ont du mal à l'entendre, parce que pour elles, c'est une ineptie. Moi, je le dis très souvent, des fois, à l'époque, tu sais, quand je faisais les podcasts, les lives là, sur les rapports hommes-femmes, la réalité, c'est que beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre cela parce qu'elles ont vécu avec l'attention. Quand tu vis avec l'attention, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un homme de 40 ans, de 42 ans, va être tout chose parce qu'une petite fille de 27 ans lui dit franchement t'es là, tu vois. Elle comprend pas parce que elle est née avec ça.
Elle a ça tous les jours. Quand elle est dans sa voiture, elle a rien demandé. Des mecs lui disent, quand elle est dans ses DM, quand elle va à la boulangerie, quand elle va en soirée, tout le temps, toute sa vie, en fait, il y a des gens, notamment des hommes, qui lui font part, qui leur font part, en fait, de leur admiration pour elle. Mais un homme, il connaît pas ça avant assez longtemps. Je te parle de l'homme lambda. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, frérot, parce que sinon, t'aurais pas justement cette idée de la crise de la quarantaine. T'aurais pas tous ces mecs, en fait, qui finissent avec leur secrétaire. C'est vieux comme le monde, ce truc. Ouais, mais je sais pas ce que ça reflète. Peut-être que je suis à côté de la réalité, hein, mais j'ai eu 15 ans, j'ai eu 20 ans. Voilà, tu vois, et je me suis très rarement fait rembarrer par une meuf parce que j'avais pas les moyens financiers d'eux, tu vois. Enfin, alors, il y a une différence entre serrer une meuf et construire ta vie avec une meuf. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des barrages à cause de ça, mais pour moi, c'était pas ce qui jouait en premier lieu, tu vois. C'était vraiment pas ce qui jouait en premier lieu. J'étais pas le mieux sapé. Après, peut-être que je bénéficie d'atouts physiques, mais tous mes potes n'avaient pas les mêmes atouts que moi. Ils arrivaient à serrer, tu vois ce que je veux dire? Je crois que tu te rends pas compte d'une chose essentielle, mon frère. Je suis désolé de te couper à nouveau, je déteste faire ça. Mais il y a une chose essentielle à côté de laquelle tu passes. 80% des hommes aujourd'hui qui sont en couple, et c'est une dinguerie ce que je vais dire, hein. Comme ça je l'annonce, hein. 80% des hommes aujourd'hui qui sont en couple ne sont pas avec la femme qu'ils souhaiteraient être. C'est pas la femme idéale. Tu sais, l'homme, en fait, pour beaucoup d'entre eux, hein, ils sont avec la femme qui a dit oui. Mais ils ne sont pas avec la femme qu'ils voudraient. Parce que sinon, frangin, tous les millions de vues, tous les millions d'euros que se font ces meufs-là, d'OnlyFans, etc., ça n'existerait pas, en fait. La réalité, c'est que tu as plein d'hommes qui ont fait un choix, entre guillemets, par défaut, pas par choix. Et ça, il faut réussir à l'entendre. Toi, c'est quelque chose que tu n'intègres pas, peut-être parce que, déjà, c'est pas ta réalité, d'une part. Attends, sans doute, cette étude, c'est Edgar Rive ou c'est... Non, pour le coup, c'est pas une étude d'Edgar Rive, c'est une étude du terre-terre, tu vois. Mais la réalité, franchement... Ok, c'est voilà. ton expérience de vie qui voilà. dit que... Parce que, tu vois, c'est comme à l'époque, les gens, quand tu leur disais ouais, est-ce que tu votes FN? Non, il y a personne qui votait FN, t'as personne qui écoutait Tragédie. Là, c'est les anciennes rêves. Hein. Si t'as la ref, toi-même, tu sais. Il y a personne qui écoutait je sais pas moi, les boys band. Mais frérot, les gars, ils faisaient des Bercy remplis tous les jours. Tu vois. J'écoutais, moi. Voilà, mais tu le dis aujourd'hui, 20 ans plus tard. Moi, j'avais le disque des To Be Free. Voilà, tu le dis 20 ans plus tard, mais à l'époque, personne n'assumait ça. Tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est que les hommes, ils te diront pas ça. Si tu fais une étude, qui va te dire non, moi je. Mais la réalité, frangin, je te jure, énormément d'hommes sont avec des femmes. Par défaut. Par défaut. Parce qu'elle a dit oui. Je te jure que c'est vrai, frangin. Tu vois. Et les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Et c'est pour ça que réfléchir à ce que tu dis. Hein, et c'est pour ça que quand ils finissent par avoir la possibilité d'avoir le choix, on dit qu'ils pètent un câble. C'est pas qu'ils pètent un câble, c'est qu'ils n'étaient pas là où ils voulaient être. Quant à le statut, l'oseille et la fame, d'ailleurs la preuve, pourquoi est-ce que les artistes, pourquoi les sportifs, ils ont du mal à rester en place? C'est parce qu'ils ont le choix. Mais comment t'expliques que toutes ces personnes qui ont le choix, lorsqu'ils décident de commencer à bénéficier de leur choix, au final, ils finissent nulle part. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à créer ces attachements en profondeur, tu vois. En fait, ce que je dis, c'est que ce choix dont tu parles, c'est une illusion, tu vois. Là où tu dis que les gens sont attachés par défaut, moi, je ne le pense pas. Je pense que les gens sont vraiment en couple parce qu'ils décident de l'être, mais qu'ils sont parfois, ils sont animés de ce qui compose l'être humain, un espèce de désir d'autre chose, désir d'une illusion, tu vois. Ils veulent juste pouvoir goûter à quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous ceux qu'ils ont fait dans leur vie l'ont fait par défaut? J'en suis vraiment pas sûr. Encore une fois, frangin, c'est pas moi qui ai inventé cette idée de la crise de la quarantaine. Hein. Allez regarder. C'est comme la crise de l'adolescence. Comme la crise de France. Voilà. Ça n'existe pas partout. La crise de l'adolescence? Ouais. Ça existe partout. Non. T'as pas entendu la punchline de Sefio à l'époque? La crise d'adolescence n'existe qu'en France. Non, en Afrique, il n'y a pas de crise d'adolescence dans certains Non, coins. Mais après... La crise de la quarantaine n'existe pas partout. C'est peut-être un phénomène construit et occidental. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je ne vais rien affirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de crise d'adolescence pour expliquer qu'à un moment donné, au niveau hormonal, c'est normal, en fait, tu vois. Après, elle peut être plus ou moins importante dépendant des humains, dépendant des enfants. Mais c'est quelque chose que j'ai étudié, pour le coup, enfin, que j'ai observé.
Et je me suis vraiment dit, en vrai, pour moi, la crise d'adolescence existe à cause d'un problème d'éducation. C'est parce que on ne laisse pas, c'est parce qu'on traite des enfants comme des enfants qu'à un moment donné, quand ils arrivent adultes, ça pète. Si tu traites un enfant comme un futur adulte, que tu as toujours une écoute pour lui, que tu le suis dans son évolution, t'es pas forcément condamné, pour moi, hein, à ce qui est une grosse crise une fois que la personne passe à son passage adulte. Je pense vraiment que c'est lié à cause d'un problème de position par rapport aux parents, par rapport au comportement que le parent a avec son enfant et vice-versa. Aujourd'hui, tes pères de famille, c'est quelque chose que tu constateras, peut-être que dans 10 ans, on en reparlera, tu vois. La réalité, c'est que quand tu arrives à l'adolescence, là, je parle même pas d'éducation soi, je parle juste au niveau hormonal, tu vois. Il y a plein de choses, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais au niveau de l'adolescence, il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, même physiquement, chez certains ados, tu peux le voir avec une poussée d'acné assez forte. Tu as la croissance qui est... En fait, au niveau hormonal, frérot, c'est le chamboulement. Et du coup, ça peut, chez certains, pas chez tous, mais chez certains, provoquer aussi, tu vois, au niveau de leur comportement, voilà, des choses un peu déréglées, tu vois. Ça, c'est un phénomène physique, tu vois. Quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel tu vis, tu vois. C'est ça que je remets un peu en question. J'en suis vraiment pas sûr. Après, écoute, ce serait étudiant. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi je parlais de cette crise de la quarantaine, c'est parce que, encore une fois, les gens ne font pas les points. La fille, tu l'as dit tout à l'heure, elle est à son prime, entre guillemets, en tout cas, elle est séduisante, selon les gens, tu vois, entre 20, 25, à peu près, tu vois. La réalité, c'est que dans cette période-là, là aussi, c'est pas toutes les femmes. Tu as deux typologies de femmes, tu vois. Tu en as effectivement entre 18 et 25 qui vont profiter, c'est-à-dire elles vont tout simplement voilà, sortir avec des hommes, etc. Tu en as d'autres qui vont être un peu plus comment dire, restrictives de par les relations qu'elles choisissent d'avoir. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que très souvent, quand elles arrivent à 16, 17, 18, 19, qu'elles se rendent compte de ce pouvoir de séduction, certaines d'entre elles peuvent, tu vois, en user. Tu vois, et du coup, arriver à se calmer à 27, 28, 30, parce que maintenant, j'ai envie de me poser, j'ai plus envie du bad boy, j'ai plus envie du mec qui est pas stable émotionnellement, et donc je vais passer sur une autre phase de sélection, entre guillemets, sur la base de mes critères pour choisir un homme. Eh ben ça, mon frère, pour les hommes, c'est autour de la quarantaine. Quand tu arrives à cette maturité, encore une fois physique, financière, voire même spirituelle, tu peux revenir au stade de cette fille qui a 18, 19, 20 ans, parce qu'en fait, là, tu as le choix, en fait. Et là aussi, tu as deux typologies d'hommes. Tu as ceux qui vont faire cette crise et qui vont complètement se perdre. Le gars, il a 45 ans, il est en boîte de nuit et tout, parce qu'il essaye de... Là, c'est vraiment le point vraiment abusé. Et tu as celui qui va... non, enfin, j'ai une famille, mais la réalité, et moi, je le dis très souvent, et pareil, les femmes n'aiment pas... Moi, là, on est en train de partager des secrets, là, mon frère. Elles n'aiment pas entendre ça. Le mec qui arrive à 41, 42, 43 ans, qui a une très bonne situation, qui est stable à tous les niveaux, il faut entendre qu'il se bat contre lui pour ne pas s'écouter. Parce qu'il aime sa femme, parce qu'il la respecte, parce qu'il l'honore, parce qu'il aime ses enfants, etc. Il est conscient en fait du foyer qu'il a construit. Et donc, il privilégie ça à ses pensées. Mais n'est-ce pas la réalité de celui qui a 30 ans ou celui qui a 20 ans? Décider de rester fidèle et de construire ta vie de famille et voilà, c'est le combat de tous les jours. Ça ne concerne pas que celui qui a 40 ans. Ouais, mais tu l'as vu, cette vidéo-là, ce mème de fou qui a fait des millions de vues, de ce pasteur en Afrique, qui explique que, en fait, toi là, quand tu juges les gens qui sont dits beaux, en disant que ils sont infidèles, etc., arrête de te la raconter. Parce que toi, tu es fidèle par défaut. C'est parce que t'as pas le choix. Je dis ça en truc. Mais frérot, elle m'avait tellement tué cette vidéo. Elle a fait des millions de vues, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Frérot, t'as des gens qui sont fidèles par défaut. Tu vois ce que je veux dire? Si tu leur donnais la possibilité d'eux, ils pèteraient les plombs. Pas forcément sur le plan physique. Hein. Il y en a certains, ça peut être effectivement sur le plan physique. T'en as d'autres, c'est juste le manque de confiance. Mais la réalité, c'est que cette personne qui dispose d'un bon physique et qui n'a peut-être pas forcément les finances, qui peut peut-être pas se permettre effectivement de se mettre en avant pour avoir la fille qu'il veut, je te dis pas qu'il va finir célibataire et qu'il ne sera jamais de fille de sa vie. Je dis que lui, malheureusement, de par ses carcans, il va peut-être choisir la fille par défaut. Le même gars accompli à 40 ans
bah, il faut voir. Je ne dis pas forcément qu'à 100%, n'allez pas me taper. Je ne dis pas forcément Non, mais à 100% grosso modo, qu'il va être, ce que tu dis, c'est que il peut être on confronté. sait que dans la société, un homme, c'est à partir de, en moyenne, 35, 40 40, ans exactement. qu'il arrive à pouvoir... À maturité. Mm. À maturité à tous les niveaux. Mm. Tu vois. Et encore une fois, enfin, regarde un peu, même les personnes exposées. Frangin, ils changent de femme, ils sont en place, ils ont le choix et de fait, t'en as certains qui se donnent du coup la possibilité de. Mais pour revenir quand même au sujet initial, parce qu'on est un peu dérivé, cette opposition femme blanche, femme noire, en fait, elle commence vraiment à être lourde en fait. Elle commence à être lourde. Là, j'ai vu une vidéo, mince, j'oublie comment il s'appelle, c'est un influenceur français, j'ai oublié. Ça va me revenir. En fait, il a fait une espèce d'assise où il est avec 3 de ses potes et il fait venir des gens qui se présentent et qui disent ce qu'ils sont. Et t'as un Renoir qui arrive devant eux et qui dit « Ouais, moi, je peux pas me mettre en couple avec une femme noire. » Et les gars, ils disent « Mais comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive » et tout. Ils mettent des drapeaux rouges et tout. Bon, tu sais, c'est YouTube, donc ils essayent de gamifier un peu le truc. Ouais. Mais il dit comment ça? Il dit ouais, non, souvent elles sont colériques. Bon, bref, tu vois les fameux clichés. Et en gros, alors que c'est un homme quand même important dans la communauté, notamment noire américaine, ce comparatif qu'il a pu faire, je ne sais pas s'il se rend compte, la preuve que non, puisqu'il l'a dit, tu vois, de l'impact que ça peut causer, tu vois, en termes de message, en termes de discours. Et je ne suis pas sûr que ça l'honore véritablement, tu vois. En même temps, basé peut-être sur son expérience personnelle, il partage un constat. Tu vois, c'est... Est-ce que tous les constats sont bons à dire, du coup? Si C'est- son constat est considéré comme étant réel. C'est ça, en fait, tu vois. C'est que tu as beaucoup de personnes qui placent des constats par rapport à une expérience qu'ils ont vécue il y a 10 ans, 20 ans. Mais ton constat ne colle plus à la réalité d'aujourd'hui, tu vois. Et ça, je trouve qu'à un moment donné, il faut savoir adapter son discours et essayer d'être vraiment honnête par rapport à une réalité actuelle. C'est comme si nous, aujourd'hui, on vient et on dit il n'y a pas de communauté afro. Il n'y a pas de... Franchement, les Renois, l'argent, c'est zéro. Les mecs qui considèrent... Est-ce qu'on aurait... On est frustré. Est-ce qu'on aurait raison de dire ça aujourd'hui? Peut-être qu'on aurait pu dire ça il y a 5 ans. Mais le monde a changé depuis 5 ans, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi par rapport à ces comparaisons, femmes noires, femmes blanches. Peut-être qu'elles avaient lieu d'être il y a 5-10 ans pour créer un déclic, pour montrer une photo de la réalité. Mais est-ce toujours actuel aujourd'hui? Effectivement, moi, je ne le pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur une époque où plutôt de comparer femme blanche, femme noire, ben voyons, si tu es une femme noire, va-toi en ton centre et projette-toi dans ce que tu peux projeter de mieux, tu vois, en partant du principe que tu peux tout accomplir. De même si tu es un homme noir, tu vois. De toute façon, il n'y a pas de limite, hein. La vérité, c'est que même s'il y a des probabilités dans le monde dans lequel on vit, l'être humain est assez puissant pour pouvoir construire une réalité qui soit adaptée à ce qu'il veut. Si tu veux être quelqu'un qui rencontre une femme dans ta vie assez tôt et qui veut gagner beaucoup d'argent, si c'est ça que tu veux dans ta vie, tu peux te donner les moyens de faire ça. Si tu veux aujourd'hui te concentrer dans ton activité professionnelle et te dire que ben, tu verras la femme plus tard, fais-le en vrai, tu vois, fais-le. Moi, j'apporte une critique à ça parce que je me dis, en vrai, on n'a qu'une vie et je trouve ça dommage de totalement se limiter parce que les années avant, c'est qu'à un moment donné... Dommage, ce n'est que mon avis, mais en vrai, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et le vrai secret, il est là. C'est de pouvoir montrer à nos frères et nos sœurs que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Oui, il y a des probabilités et c'est important de les voir parce que ça a tendance à mener des masses sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Donc, c'est important de mettre le doigt dessus. Maintenant, est-ce que ce qui était vrai il y a 10 ans est toujours vrai aujourd'hui? On peut se poser la question. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est 2 choses. La première, c'est que quand tu fais un exercice comme celui qu'on fait là, c'est-à-dire de parler régulièrement, des fois, tu peux dire des conneries. Tu vois, on n'est pas à l'abri demain, nous aussi, d'être dans un shitstorm parce qu'à un moment donné, on a dit une connerie. Tu vois. Donc, ça reste un être humain, malgré toute l'aura qui est autour de lui. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai quand même envie de le dire. Parce que j'ai pas non plus envie d'être 100% langue de bois en vrai, tu vois. Ça y est, en vrai. C'est que je pense que c'est important, et je vais parler
pour notre communauté, puisque nous, aujourd'hui, on s'adresse principalement à notre communauté, qu'on puisse être en capacité de nous regarder dans le miroir et de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Tu vois. Peut-être que lui, au travers de ce constat-là, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais il faut qu'on soit en capacité de pouvoir dénoncer certaines choses qui nous semblent intéressantes d'avoir à améliorer. Tu vois. Et lui, peut-être que de par le constat qu'il a fait, il s'est dit ça peut être intéressant de mettre ce sujet sur la table pour pouvoir faire quelque peu réfléchir, éventuellement avancer les choses. Mais dans tous les cas, est-ce que tu penses que, alors au-delà de notre communauté en réalité, est-ce que l'être humain, il a cette facilité de pouvoir s'analyser, se regarder dans le miroir, se dire ah ouais, là, j'avoue, ça pue un peu, là, c'est pas terrible. Parce que dès que tu touches à certains sujets, en réalité, et en plus, notre communauté, elle est quand même assez connue et reconnue pour être relativement émotive, enfin, les gens pètent un câble, en fait. Oui, oui, oui. Et là, tu peins une vraie réalité, tu vois, et, par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein, parce que cette partie émotion touche beaucoup de communautés, tu vois, pas que la nôtre. Mais c'est vrai que nous, on est assez champions en la matière. Et moi, je pense que le secret, il se place dans ce que nos ancêtres développaient. Hein. Passé, présent, futur. C'est quelque chose qui est considéré dans absolument tout ce qu'ils faisaient. Et poser des problématiques de ce type-là, ça t'oblige à regarder quel est le passé. Ça veut dire, est-ce que réellement on s'est comporté de cette façon-là ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on se comporte aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on doit se comporter demain ? Tu vois ? Et le fait de poser des problématiques et de pouvoir apporter un regard critique et de se demander si on a bien fait ou pas, c'est poser son regard vers le passé et vers notre situation actuelle. Et je pense qu'il y a une porte qu'on doit ouvrir et qui doit aussi nous guider, c'est celle de la projection, tu vois. Est-ce qu'on peut se dire que dans la communauté, on souhaite projeter un modèle et une vision qui pourrait participer à notre construction ? Je pense que oui, tu vois. Et nous, voilà, on n'est pas les personnes les plus visibles de la communauté, mais je pense que les personnes comme toi, moi et toutes les personnes qui créent du contenu avons aussi ce rôle de devoir projeter un certain modèle plutôt que d'à chaque fois critiquer, tu vois. Et moi, qu'est-ce que je souhaite à ce niveau-là pour les membres de notre communauté ? C'est de créer des familles assez rapidement. Voilà, dès que vous... Franchement, créer des familles assez rapidement. Pour moi, dans ma philosophie, ce n'est pas un enfant qui va t'empêcher de te réaliser. Ce n'est pas ta femme ou ton mari qui va t'empêcher de te réaliser. Et ensemble, on est beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Ça, ce sont mes convictions personnelles. Et dans le fond, c'est ce que j'espère voir dans nos communautés, tu vois. Des hommes noirs, des femmes noires, des hommes, des femmes qui se mettent ensemble pour les bonnes raisons et qui construisent une vision commune. Faire ce que tu dis, c'est s'exposer. De toute façon, à partir du moment où tu crées du contenu, tu t'exposes d'une façon ou d'une autre. Mais c'est accepter, du coup, d'éventuels retours négatifs de ce type. Mais je suis complètement d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. J'ai un sujet. Tu connais 19 Key? Bah, 19 de Keys. ouf, bien sûr. The guy. Donc pour ceux qui C'est moi qui t'en avais parlé, tu te souviens pas ou quoi? De 19 Key à la base, c'est vrai. Ah si, c'est vrai. C'est totalement vrai ce que tu dis. Lui et son groupe, j'étais tellement choqué, je t'avais envoyé ça en disant frangin, Théma. Incroyable. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, 19 Key, c'est un Américain, un Afro-Américain qui est un peu comme nous en vrai, hein, créé du contenu aux États-Unis pour éveiller les consciences dans la communauté. Et lui, il a des millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. Il a pas mal d'influence. Il est assez fort aussi dans sa façon de brander son image et tout. Et il a sorti une série de tweets qui m'ont fait me poser des questions et je voulais avoir ton avis là-dessus. En fait, ce qui remet en question, c'est la médicalisation excessive des... Alors, je vais recommencer. La médicalisation excessive des difficultés de vie en affirmant que certaines souffrances ne relèvent pas forcément de la santé mentale, mais plutôt de réalités économiques, sociales et environnementales, tout en dénonçant l'intérêt financier du système médical à maintenir les gens dans un état de dépendance. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'un Américain sur 6 est sous médication psychiatrique. Le marché de la santé mentale pèse des centaines de milliards de dollars. Les médicaments pour TDAH, donc TDAH, c'est trouble de déficit à l'attention ou sans hyperactivité,
Donc, c'est un trouble neurologique qui affecte la capacité d'une personne à se concentrer, à contrôler ses émotions, impulsions et réguler son activité, quoi. Il se manifeste principalement par 3 types de symptômes. L'inattention, donc des difficultés à rester concentré, tendance à être facilement distrait, hyperactivité, comme on l'a dit, et impulsivité. L'augmentation d'utilisation des antidépresseurs, la multiplication des diagnostics des hyperactifs, des hypersensibles, des hyperpotentiels, tu vois, on parle souvent de HPI, qui drive un marché de la santé mentale en pleine expansion. Est-ce qu'on ne vit pas une époque bullshit où les gens se disent tout simplement, ouais. Est-ce qu'on vit pas une époque un peu spéciale en fait où les gens se cachent derrière des termes, viennent prendre des médicaments, tu vois, une époque un peu bullshit où au final on se fait plus de mal, tu vois, et on ne se responsabilise pas assez par rapport à une réalité, surtout quand on voit que derrière, ben, on nourrit des systèmes pharmaceutiques, etc. Parce que la réalité qu'on voit aux États-Unis, on constate la même ici, tu vois. Et en ce moment, on entend souvent des termes HPI, etc., burn-out, c'est traité par des médicaments chez les psychiatres. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit et de cette réalité-là qu'il dénonce? Super intéressant. Après, c'est bien de le dénoncer, tu vois. Il a juste raison. Tu sais, j'avais entendu un homme prendre la parole, c'était à la télé, et il disait que... c'était... tiens, parce que j'essaie de me rappeler. C'était le fondateur de Mythique. J'ai oublié son nom. Marc Simoncini, tu vois, qui disait... d'ailleurs, c'était dans... Qui veut être mon associé? Il disait qu'un jour, il avait eu à échanger avec un mec qui évolue dans l'industrie pharmaceutique. Et je ne sais plus exactement les termes qu'il avait utilisés, mais en gros, il expliquait que quand le gars lui a dit que, en gros, il voyait en chaque être humain un client, en fait, ça lui a donné envie de vomir, en fait, tu vois. Et honnêtement, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il avait dit parce qu'il avait été plus dur, tu vois, dans ce qu'il relatait de ce que lui avait dit la personne et la manière dont ça l'avait impacté. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, je sais pas, tu vois, nous, aujourd'hui, on a mis en place une solution, on développe des stratégies pour parler au plus grand nombre de ce que nous faisons au travers de la Nekao School. Bah, dis-toi qu'il y a des êtres humains qui font exactement la même chose, mais dans le domaine de la, gros guillemets, santé, tu vois. Et donc, plus il y a de malades, plus il y a des gens disant souffrir de syndrome, plus on va en créer, en trouver, plus en fait, on va vendre des médicaments. En fait. C'est aussi simple que ça. Et tu te rends compte que quand tu es dans une industrie, quelle qu'elle soit, quand tu as une boîte, le but de ta société, c'est de travailler à la rendre scalable. C'est-à-dire la faire passer à l'échelle. OK, là, en ce moment, je suis à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Comment je fais pour passer à 50 000? Comment je fais pour passer à 100 000? Comment je fais pour passer à 1 million, tu vois? Et précisément, les mecs, ils font la même chose avec notre santé. Donc, plus on va trouver des moyens de nous matrixer, plus on va réussir en fait à nous faire gober des pilules ou quoi que ce soit, mieux ça sera pour eux en fait. Et effectivement, on parle de milliards. Les scandales alloués à l'industrie pharmaceutique, mais t'en as trop en fait. Tu vois, aux États-Unis notamment, on te parlait des opioïdes, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, qui distribuaient comme ça comme des bonbons aux gens. Et une fois qu'on a découvert le scandale et que les gens ont voulu arrêter, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus accros. Donc, tu as des gens qui en sont morts, tu as des gens qui, aujourd'hui encore, en achètent, tu vois, parce que ça y est, ils sont piqués. Mais dans le même temps, tu vis dans un pays où on t'interdit la drogue, la cocaïne, l'héroïne, etc. Donc, tu te dis, mais c'est quoi cette hypocrisie? Aujourd'hui, on te parle d'un secteur qui pèse des milliards et des milliards au point qu'ils ont réussi à créer un lobby qui fait qu'ils ont une influence sur les lois qui sont votées au niveau national, voire même au niveau international. On s'est retrouvé dans l'obligation de se faire piquer parce qu'un virus était censé... Enfin, tout ça, là, quand tu mets ça bout à bout, évidemment que ce que décrit le frangin, c'est un scandale absolu, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui m'étonne, c'est que dans les commentaires et dans les critiques, tu as pas mal de personnes qui disent que... il y a véritablement des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont besoin d'être traitées, d'être suivies, et que dire ça, c'est dangereux parce que tu pousses les personnes à ne pas prendre soin de leur santé mentale, tu vois. Et je dis,
Ce logiciel-là, je le trouve tout aussi dangereux parce que une fois de plus, j'ai pas mal étudié ce dossier et je trouve qu'il y a pas mal de choses que l'on devrait se permettre de remettre en question. De quoi on parle déjà quand on parle de santé mentale? Par exemple, il faut savoir que notre civilisation en Afrique et tout, enfin, je sais pas si tu le ressens, mais on est doté d'une forte intuition, tu vois. Et il y a beaucoup de problèmes de démence dans nos communautés. Il faut savoir qu'ancestralement, la démence, c'était pas quelque chose qui était vu comme quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la démence, pour nous, c'est de la maladie mentale et c'est quelque chose qu'on doit traiter avec des médicaments. Avant, c'était un message qui te venait d'ailleurs et qui devait être écouté. Tu avais un rôle limite pour ça, tu vois. Et, euh, et je me dis, j'ai comme la sensation des fois qu'il y a même une volonté d'éteindre quelque chose, tu vois, quelque chose qui fait partie de nous, tu vois. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que la communauté noire, hein. Tu as plein de gens qui sont sensibles, qui reçoivent des messages qui... Et le simple fait que ce soit traité comme de la folie est totalement mis de côté. Je trouve que le problème, il est là. Et se dire que la solution, c'est de donner des médicaments automatiquement à ces personnes-là, c'est un problème, tu vois. C'est un vrai problème. Euh, c'est marrant parce qu'on avait eu ces débats de santé mentale, je crois, sur les funérailles des tabous, et c'était un peu ce qui en ressortait. Mais il faut savoir que, par exemple, un mec comme Fanon, comment est-ce qu'il a décidé de changer la façon dont on traitait les hôpitaux psychiatriques à l'époque où il a commencé à bosser? Ben, c'est plutôt que d'enfermer les gens dans le noir à les empêcher de bouger, fais-les prendre l'air, laisse-les discuter entre eux. Et ce qu'on a remarqué, je ne sais pas si c'est lui qui a fait cette étude-là ou un autre psychiatre, mais c'est que comment est-ce que des schizophrènes, quelque part, se guérissent? Ben, c'est en parlant entre eux, en fait. Ils s'auto-guérissent en communiquant entre eux. Tu t'imagines la puissance du truc, tu vois? Donc, je pense effectivement que cette culture du médicament, dès lors que tu as une anxiété, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, quoi. Voilà, c'est sur cette conclusion-là que, en fait, je te rejoins surtout, mais ce qui m'impacte le plus, c'est ta conclusion. Parce que, bon, déjà, j'ai envie de commencer en te disant. Tu sais, quand tu dis, du coup, il y a des gens qui lui disaient, c'est un scandale que tu dis ça, t'encourages les gens à pas se médicamenter, etc. Tu sais, je crois qu'il faut pouvoir dire aux gens, suivez les créateurs de contenu dont vous aimez le contenu, pour le coup, ce qu'ils disent, etc., le discours. Mais moi, le seul moment où je clique dans la section commentaires, quand je suis en position de consommateur de contenu, c'est quand j'ai envie de bouffer des pop-corn et que je me dis, allez, vas-y, viens, on va rigoler, tu vois. Parce que, en gros, si tu devais prendre véritablement l'avis de toutes les personnes qui laissent des commentaires, alors, tu as heureusement des commentaires qui sont pertinents parfois, tu vois. Mais en l'occurrence, cette typologie de commentaires, en fait, le frère, il est en train de mettre en exergue quelque chose de simple, tu vois, qui ne vient même pas de lui en soi, tu vois. Et j'imagine qu'il a voulu le partager parce que c'est quelque chose, en fait, qui l'a bouleversé, il a voulu en parler. Mais en soi, il n'a rien inventé, en fait, dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu regardes, on a Internet, tu regardes les plus gros laboratoires du monde, hein, ils ont tous été poursuivis pour une raison ou pour une autre parce qu'ils ont mis en danger la vie d'autrui. Alors qu'ils sont censés nous la protéger. Donc, voilà. Déjà, les gars, vous, on vous a demandé de mettre des commentaires parce que vous êtes la meilleure communauté au monde. Mais en tant que consommateur, franchement, il ne faut même pas cliquer dans cette section-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, tu sais, quand on avait parlé des psychopathes, je me rappelle que dans ton approche, et plus j'apprends à te connaître, plus je vois un petit peu comment est-ce que tu vois le monde et comment tu vois aussi le rapport qu'on peut avoir aux gens, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que c'est plus ou moins éloigné de la manière dont moi je vois les choses. Donc, je trouve ça super intéressant, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que c'est sur ta conclusion que je me raccroche vraiment à ce que tu dis. Parce que tout ce que Fanon a découvert, par exemple, parce que tu parlais de lui, ça a été découvert dans un certain cadre. Moi, je suis père de famille, ok? Que Dieu me préserve, malgré tout, tu vois. Mais si j'avais un enfant qui souffrait de certains troubles, et quand tu as vu, j'ai bien dit certains troubles, parce que si ton enfant, il réfléchit autrement, il a une structuration de pensée ou de réflexion différente. Quand je dis différente, c'est de la masse, hein, tu vois, parce qu'il voit des choses que tu vois pas forcément, etc. Ça peut plus ou moins s'entendre. Mais si ton enfant, ta femme, ton conjoint, j'en sais rien,
Il te dit qu'il entend des voix. Il fait référence souvent à des démons, tu vois. J'avais beaucoup aimé, on avait toi et moi évoqué Pensée Camille un jour, et j'avais adoré ce qu'il avait dit dans un podcast où il disait que comment est-ce que les gens ils peuvent dire qu'ils ont parlé au diable ou à des démons si on leur a jamais parlé du diable ou des démons. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent qu'ils ont parlé, tu vois, à un être maléfique, mais la réalité, c'est parce que ils ont soit suivi des religions ou entendu des gens qui parlaient de ces diables ou de ces démons. Mais si tu les connais pas de base, comment tu peux identifier que c'est à eux que tu parles? Bon, bref, je fais une digression, mais pour dire que, en fait, ces personnes-là, quand même, c'est très anxiogène, en fait, d'avoir à vivre et d'avoir évolué avec des personnes qui pensent ou qui voient les choses comme ça, tu vois. Et dans ce cas-là, en fait, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, l'être humain, enfin, nous, les humains, nous sommes des mammifères. C'est-à-dire qu'on a quand même une certaine orientation de base. On aime que les choses soient quelque peu, parce que j'utilise des guillemets hein, à dessein, normales. Tu vois, on veut avoir à des gens qui sont sains. Quelqu'un qui commence en fait à partir dans ces délires-là, oui, tu vas aller voir quelqu'un et tu vas lui demander de lui donner des médicaments, tu vois. Ben, franchement, non, c'est là que je suis pas d'accord. Et ben, c'est là notre, tu vois, le point de... Parce que ce que tu dis, pour moi, c'est vrai dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on essaye d'éteindre tout ça et on nous met très mal à l'aise avec tout ça. Mais dans un monde où on est beaucoup plus ouvert à tous ces éléments-là, je ne suis pas si sûr que tous ces malaises se seraient mis en place, tu vois. Des personnes qui disent entendre des voix, qui disent entendre des diables, etc. Moi, je vois juste une manifestation des choses qui se passent et des choses qui dépassent ma compréhension. De même que toi et moi, quand on parle, on a le droit d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Tu n'es pas obligé de croire ces personnes-là. Et la question n'est pas de ne croire ou de ne pas les croire. La question, c'est est-ce que ces personnes-là sont écoutées? Et aujourd'hui, on fait tout pour ne plus les écouter, mais pour éteindre ce truc-là. Et c'est là que le danger vient. Surtout quand on constate que comment est-ce que ces personnes arrivent à aller mieux, c'est en étant écoutées et c'est en parlant. Et ça concerne les schizophrènes, mais ça concerne la plupart des êtres humains en vrai, tu vois, qui demandent une chose, c'est être écouté. Alors, écouter ce type de personnes, à un moment donné, dans la société dans laquelle on vit, si tu sens que ça t'est nuisible ou toxique parce que ça te déconcentre, ça te perturbe, il faut effectivement que cette personne-là se retrouve dans un cadre où elle est entourée de personnes avec lesquelles elle puisse s'exprimer, tu vois. Mais soigner ça par les médicaments, je suis vraiment pas convaincu de la chose, tu vois. Attention, parce que tu as parlé de la schizophrénie. Tu vois, tu as dit Oui, schizophrénie. mais j'ai voulu dire schizophrénie comme plein d'autres maladies mentales, sachant que je sais très bien que toutes les maladies mentales ne se ressemblent pas. Déjà ça, et même dans la schizophrénie, tu as différents stades. Ouais. Frangin, je t'ai dit qu'on est des mammifères, et de fait, que tu sois à Shanghai, que tu sois à Paris, ou que tu sois, j'en sais rien moi, je sais pas, à Douala, en fait, tu as des règles sociales. Tu as des règles sociales. Dans certains coins, tu vas passer par l'école, ensuite tu vas devoir aller travailler. En fait, tu as des règles sociales. Et ces règles sociales font que si tu débordes, ou en tout cas quand tu débordes, tu es vu comme quelqu'un de chelou. Toi, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que femme, peu importe, ce que tu veux, c'est le meilleur pour là où les personnes que tu aimes. Et de fait, si tu vois ton enfant être dans le cadre de ce débordement-là, bah en fait, tu te dis, OK, ça va être compliqué. Donc, soit effectivement, on suit ta ligne et non, il faut l'écouter, il a le droit de citer, etc. Ce qui peut être bien, ce qui peut être très bien. Mais si tu attends de lui qu'il évolue dans ce cadre social, c'est-à-dire qu'un jour, il est une femme, qu'un jour, ou un mari, hein, si c'est une fille, tu vois, qu'un jour, il puisse faire de grandes études ou développer son entreprise. Enfin, il y a ce cadre social qui fait qu'il ne peut pas être comme il est. C'est ça la réalité, en fait. Je sais pas. C'est toi-même qui as dit qu'on les éteint, tu vois. Oui, on les éteint parce qu'on leur laisse pas justement la possibilité. Ceux qui sont déclarés et ceux qu'on envoie directement dans ce type de cadre. Tu vois, je suis pas convaincu qu'on le fasse avec tout le monde. Quand tu vois aujourd'hui un mec comme Elon Musk, tu vois très bien qu'il réfléchit pas comme tout le monde. Ouais. C'est pas quelqu'un. Je doute que ce soit quelqu'un qu'on ait essayé d'éteindre quand il était enfant. Alors, on lui a laissé l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, enfant, je sais pas. Mais par contre, tu sais qu'il est censé être suivi. Il est censé être suivi. Apparemment, il met ça de côté. Et en plus, c'est quelqu'un qui est véritablement dans tout ce qui est
médicamentation, je sais pas comment on dit ça. Il est dans psychédélique. Voilà, il est dans tout ce qui est psychédélique, il est dans tout ce qui est, tu vois, il est là-dedans, tu vois. Donc, Moi, je suis pas contre le fait de prendre des produits psychédéliques, etc. Je suis contre le fait de prendre des médicaments qui vont juste te shooter. Non, mais ce que je veux dire, et c'est qui que vont faire que t'es plus là. non, mais ce que je veux dire, c'est que les psychédéliques qu'il prend peuvent expliquer son comportement et même sa façon, du coup, de réfléchir. C'est ça que je veux dire. Bon, après, je sais pas. Hein. Je sais qu'il en prend. Je savais pas forcément que toute sa direction par rapport à la façon dont il développe le monde était essentiellement guidée par cet aspect-là de son quotidien. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, tu dois vraiment faire le nécessaire quand la personne représente un danger pour elle ou pour les autres, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un qui fait un burn-out et on vient lui shooter on vient lui shooter. Non, ah oui, non, mais tu vois, c'est pour ça que moi, je mets des... Quelqu'un qui fait un burn-out... Mais c'est de ça qu'il parle un peu, tu vois. Ok, parce que... Ok. Et comme je t'ai dit, j'ai dit schizophrène, mais comme plein d'autres problèmes mentaux. Et le burn-out, ça en fait partie. En fait, quelqu'un qui est en burn-out... Parce que c'est ça, hein, parce que là, tu vois, pour le coup, c'est pour ça que je te disais que ce que tu disais aussi tout à l'heure en conclusion, je peux être ok avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un burn-out et qui court tout de suite dans effectivement la prise de produits, en tout cas de médicaments, ça peut questionner en fait. C'est ce qui se passe souvent. Et c'est ce qui se passe, notamment aux États-Unis, tu vois. Beaucoup en France aussi. Hein. On est, je crois, en Europe parmi les pays qui consomment le plus de médicaments. Donc anxiolytiques, tout ça là, tu vois. Donc oui, là-dessus, je suis complètement d'accord. Moi, je te parlais de personnes en fait qui naissent, tu vois, on parlait de voix, tout ça. Je te parlais de personnes qui naissent ou qui ont développé par la suite des choses qui sont catégorisées comme étant tenant de la folie. Là, tu vois, bon, moi, personnellement... Je comprends le fait que ça ne te rassure pas. Et je pense que ça ne te rassure pas parce qu'on nous a toujours appris à nous méfier de ces personnes-là. Tu vois. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui, dans cette société-là, on ne considère pas ces personnes-là que ces personnes-là n'ont jamais été considérées. Dans les civilisations anciennes, c'est pas pour rien que les chamans avaient des places privilégiées dans la société, par exemple. Tu vois. Mais ils n'étaient pas considérés comme fous. Mais ils avaient des pouvoirs, non, mais ils n'étaient pas considérés comme fous. C'est bien ce que je te dis. Mais sauf que ces mêmes personnes... Tu dis qu'ils avaient des pouvoirs, mais c'était des personnes qui voyaient les choses avec une réalité différente de la plupart des autres personnes. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient et qui te dit « j'ai entendu ou j'ai vu quelque chose », tu vas dire qu'il est fou. Un chaman était capable de te dire qu'il a vu ou entendu quelque chose à l'époque. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Écoute, là encore, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je pense que voilà, ce serait... il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Et si tu es quelqu'un qui a des intuitions, qui entend des choses, voilà, il faut que tu puisses en parler à des proches, mais ne t'oriente pas tout de suite vers la solution médicament, parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, quoi. J'entends à 100%. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'études de cas. On peut leur dire hein, que de base, on attendait un invité, une invitée. Il y a eu un petit couac dans la compréhension et surtout l'organisation. Du coup, j'avais une dernière question à te poser, mais c'est pas grave, je la poserai la prochaine fois. Donc voilà, les choses se sont faites un peu comme ça. Dans tous les cas, il nous fallait vous délivrer quelque chose. J'ose espérer que vous pourrez nous dire ce que vous pensez de l'ensemble des sujets qu'on a évoqués. Rappelez-vous ce qui a été dit en préambule. Rappelez-vous. Nous avons créé une solution pour la communauté par des gens de la communauté. L'éducation financière durant ce 21e siècle-là est indispensable. Si tu souhaites comprendre un peu mieux tes finances et surtout réussir à maîtriser l'ensemble de cette roue, tu prends ton rendez-vous, c'est gratuit. Abonne-toi, je compte sur toi. Tu t'abonnes, ok, partage, et puis je dis au prochain épisode. À la prochaine fois, tout le monde. Yeah. Ciao, bye bye.